Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Au programme de ce jeudi, nous commencerons avec les actualités du ministère. Nous passerons ensuite au focus thématique qui portera sur la montée en puissance de l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, ou AMIAD. Et à ce titre, nous sommes heureux d'accueillir Bertrand Rondepierre, directeur de l'AMIAD. Il nous présentera les moyens d'action mis en place par l'agence pour assurer notre souveraineté et la supériorité opérationnelle et technologique de nos armées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera ensuite le point sur les opérations militaires françaises. Et en bonus, cette semaine, l'armée de l'air et de l'espace nous présentera le dispositif particulier de sûreté aérienne déployé dans le cadre des cérémonies d'ouverture de Notre-Dame de Paris. Le général de brigade aérienne Olivier Poncet, commandant de la brigade aérienne de la posture permanente de sûreté, est avec nous pour répondre à vos questions. Je débute les actualités avec le renforcement des capacités de l'armée de terre dans le domaine numérique grâce à l'exercice Ferrier, mené en Ille-et-Vilaine et dans le Lot-et-Garonne. Cet exercice annuel de préparation opérationnelle des systèmes d'information et de communication de l'armée de terre s'achèvera demain. Cet exercice mobilise la brigade d'appui numérique et du cyber BANC. Elle a pour mission la coordination, la planification et la préparation des ordres opérationnels sur les unités de transmission de l'armée de terre. Cet exercice prépare la montée en puissance de son centre opérationnel et renforce l'hybridation des réseaux de l'armée de terre. Cette hybridation concourt à rendre le plus discret possible les communications dans l'environnement numérique. La Marine nationale vient quant à elle de conduire la 8e édition de son exercice annuel de cyberdéfense, baptisé E=MC. Cet exercice a simulé des attaques cyber majeures venant de pays dotés de ressources importantes dans un contexte de crise maritime. L'objectif, préparer les marins à faire face aux défis de la guerre dans le champ cyber dans un contexte de haute intensité. L'exercice a impliqué une vingtaine d'unités à travers le pays, notamment le commando Kiefer et le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre. Il a mobilisé l'intégralité de la chaîne de lutte informatique défensive de la marine. Les unités impliquées ont dû faire face à des attaques allant du phishing au ransomware. Les attaques étaient simulées avec un niveau de réalisme particulièrement élevé. Elles ont visé des systèmes opérationnels réels utilisés par les marins. Changeons de milieu, et nous en avions parlé lors d'un précédent point presse. Le sauvetage de 2 alpinistes chevronnés piégés à 6000 mètres dans l'Himalaya par des militaires français. Les alpinistes, une britannique et une américaine, s'étaient retrouvés piégés lors de leur ascension et le 5 octobre, 3 soldats de l'armée de terre du groupe militaire de haute montagne dit GMHM étaient présents dans la zone. Ils ont interrompu leur ascension pour leur porter secours. 2 des soldats sauveteurs reviennent sur cette opération de secours incroyable dans notre podcast, le DevCast, qui sera diffusé le 11 décembre. Pour mémoire, le GMHM est une unité d'élite qui innove, teste et repousse les limites dans le milieu extrême de la verticalité et du grand froid. J'en ai terminé avec le tour d'horizon des actualités du ministère et nous allons passer au focus thématique dédié cette semaine à la montée en puissance de l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, aussi appelée l'AMIAD. Pour répondre à l'émergence de nouveaux espaces de conflictualité et maintenir les armées françaises à la pointe de la technologie, le ministère des Armées et des Anciens Combattants s'intéresse aux nouvelles technologies et notamment à l'intelligence artificielle. Le développement de l'IA au sein des armées est une réalité depuis plusieurs années. Elle a passé un nouveau cap au premier semestre 2024 avec la présentation par Sébastien Lecornu de la stratégie ministérielle en matière d'intelligence artificielle de défense. Cette stratégie s'est concrétisée par l'ouverture de l'AMIAD. Depuis, ce pôle d'excellence monte en puissance afin d'assurer la souveraineté française dans ce domaine. Depuis sa création, en phase avec la feuille de route ministérielle, l'agence fait évoluer et renforce la capacité de production, l'expertise et les compétences du ministère dans le domaine de l'intelligence artificielle. À la clé,
le renforcement de la supériorité opérationnelle et technologique des armées. Pour illustrer ces propos, je vais maintenant donner la parole à Bertrand Rondepierre, directeur de l'Amiad, qui vous présentera plus en détail la montée en puissance de cette agence. Je vous en prie, c'est à vous. Merci beaucoup, Lia. Bonjour à tous, donc c'est la deuxième fois que je me prête à l'exercice et je suis encore une fois ravi. L'idée d'aujourd'hui, c'est pas tant de parler de stratégie, mais c'est de montrer que, comme ça a été dit, agence nouvelle, créée au 1er mai, annoncée en mars. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de montrer qu'on avance très vite, hein, et donc de parler de choses assez concrètes qu'on a obtenues depuis notre création. Donc je le disais, création au 1er mai, alors déjà ce qui est, je pense, une vitesse de création qui mérite d'être soulignée, en tout cas pour une instance publique, et une création au 1er mai qui avait vocation à servir la feuille de route en IA du ministère, et du coup de l'exécuter. Donc on avait essentiellement pour moi trois axes, enfin il y avait beaucoup de travaux évidemment lancés, mais trois axes principaux sur lesquels on a mis l'effort dans cette première partie de la montée en puissance de l'Amiad. Donc la première, il s'agissait de garantir un accès à l'IA de façon autonome et maîtrisée. Il s'agit évidemment d'avoir des modèles de langage, alors on parle de LLM, modèles de langage géant, pour les besoins du ministère, à la fois ce qui se fait dans le public, c'est-à-dire qu'on est une entreprise comme les autres, on a des besoins comme les autres d'une certaine façon, et en même temps on a des besoins très opérationnels, c'est-à-dire que c'est pas en entraînant des modèles sur Wikipédia par exemple qu'on va s'acclimater au langage que parle le ministère, notamment dans un cadre opérationnel. Donc accéder à des modèles, être capable d'avoir des modèles spécialisés pour les usages du ministère, c'est évidemment un des points pour lesquels on a créé l'Amiad, et de façon plus générale, parce que les LLM, vous direz, il y a des centaines d'entreprises qui font ça, notamment des européennes, Mistral, je crois que je l'avais déjà cité lors du premier point presse, et on a aussi des données assez exotiques quand on parle d'imagerie perspectrale, quand on parle d'imagerie radar par exemple, c'est évidemment des domaines sur lesquels les entreprises du civil sont pas forcément intéressées, donc on a un besoin, et c'est ce que fait l'Amiad, de créer en interne des modèles qui permettent de servir les besoins capacitaires du ministère en la matière. Bon, ce qui va avec les modèles, c'est évidemment tout ce qui est capacité, infrastructure de calcul. Donc on a, comme ça avait été annoncé et demandé par le ministre, on a contractualisé l'achat du plus puissant supercalculateur classifié d'Europe, donc en partenariat avec le groupement HP Orange. Et donc ça, c'est quelque chose qui va atterrir encore une fois l'année prochaine, comme ça a été annoncé par le ministre. Donc on est dans les temps, ce dont on peut se féliciter, et c'est ce qui va nous permettre à l'Amiad, parce qu'on a déjà des capacités aujourd'hui, mais c'est ce qui va nous permettre de monter en puissance encore plus l'année prochaine sur l'entraînement de modèles géants notamment, et dans la mise en production pour les armées d'un certain nombre de modèles et de cas d'usage en utilisant ces capacités de calcul. Et le troisième point, qui est non des moindres, surtout quand on parle d'une entité publique, c'est avoir une organisation qui soit efficace, efficiente, notamment en termes de ressources humaines. Je l'avais dit, l'investissement principal en matière d'IA, c'est les personnes, c'est les RH, c'est les talents. Et donc il y avait un enjeu de structuration, déjà pour se rendre lisible et intelligible vis-à-vis de l'extérieur. Donc on a donc le pôle technique qui est à Bru, donc moi j'arrive de Rennes, même ce matin en l'occurrence, sur le site de DGAMI, donc on est à peu près 80 déjà sur site, et on a le pôle recherche, donc on a ouvert après l'été à Palaiseau, avec une dizaine de collaborateurs qui sont déjà arrivés, avec des thésards, avec des postdocs, des ingénieurs de recherche. Et donc on a réussi à délivrer sur ces promesses d'arriver à monter cette entité bicéphale, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je vous parle, on a déjà le 100e collaborateur qui a été recruté, et donc d'un point de vue objectif qui avait été fixé par le ministre, on est tout à fait au rendez-vous. Maintenant, on a évidemment un enjeu de continuer cette montée en puissance, donc encore une fois 25-26 plus 100 chaque année, avec des profils dont on pourra reparler, donc encore une fois développeurs, ingénieurs en IA notamment, mais en tout cas ça fonctionne bien, et on constate aussi une chose dont je me félicite, qui est que, ce que encore une fois j'avais dû dire lors du premier point presse, c'est que sur cet enjeu de recrutement, on avait choisi une formule pour attirer autour de la marque Amiad et autour de l'IA de défense. Donc maintenant on est en décembre, je peux dire que la formule fonctionne, parce que notre pipeline de recrutement ne désemplit pas, au contraire, c'est-à-dire que là on est plutôt à freiner la vitesse d'intégration, parce que comme toute structure, il ne faut pas intégrer trop vite les nouveaux arrivants, donc on peut dire que d'un point de vue attractivité, c'est une grande réussite. Alors, pour illustrer le propos, parce que tout ça est assez théorique, on s'est dit qu'on allait vous montrer un exemple assez concret de ce qu'on fait, qui est assez orienté défense. Donc si on peut montrer la première vidéo qui est programmée. Le but, c'est pas de montrer une capacité opérationnelle, mais c'est pour vous faire toucher du doigt un petit peu ce sur quoi on travaille.
Donc, ce qu'il faut voir, c'est dans le cadre de la lutte anti-drone, hein, donc, alors l'Ukraine notamment, mais la dronisation du champ de bataille est une réalité. Et donc, forcément, on a un enjeu à arriver à contrer la menace drone en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que fait Lamia dans l'occurrence? Alors, c'est pas tant la vidéo de la vilaine qui est intéressante, mais ce qui se passe sur la droite avec le truc qui bouge, qui est un spectre électromagnétique. En fait, quand vous pilotez un drone, vous avez un pilote, une radiocommande. Cette radiocommande, bon, c'est des ondes radio, et en fait, c'est ce que vous voyez ou pas sur le dessin, mais en tout cas, c'est ce que vous voyez par les petits pics gris qui se baladent. Donc, en fait, c'est quand vous activez votre drone. Et donc, l'enjeu d'un point de vue IA, c'est à l'intérieur de ce spectre électromagnétique, c'est de trouver où sont les commandes des drones et ensuite arriver à les brouiller. Si on peut la rejouer une deuxième fois, si vous pendant que j'explique. Et donc, ce que vous voyez en fait, c'est que sur la droite, donc les algorithmes d'IA en fait repèrent les carrés, donc là où les drones sont activés, et en fait, on a derrière un brouilleur qui est piloté par l'IA, qui permet d'envoyer des impulsions assez courtes et qui permettent de brouiller très spécifiquement sur un temps très court un drone, du coup, pour incapaciter un drone ennemi, en l'occurrence sur le champ de bataille. Si on peut aller sur la seconde vidéo. Parce que du coup, quand on est sur un spectre électromagnétique, donc en fait, c'est toutes les impulsions, c'est ce que vous voyez quand vous pilotez des drones. Alors, ce qui se passe aussi sur le champ de bataille, c'est que vous avez plusieurs vecteurs qui cohabitent, hein, à la fois ennemis et amis. Alors ça, c'est toujours, voilà, parfait. Et donc, ce que vous voyez, en fait, c'est là les drones qui tournent, donc c'est pour leur donner une commande. Ce qu'on fait, c'est que vous avez deux drones qui volent l'un à côté de l'autre, et donc, encore une fois, algorithme d'IA, algorithme intelligent. Toute l'idée, c'est de brouiller sélectivement, c'est-à-dire que quand vous avez un drone ami-ennemi, le but, c'est pas de brouiller tout le monde en même temps, parce que vous vous incapacitez vous-même. Alors, ce qu'on voit, c'est que, alors là, les drones sont arrêtés, il y en a un qui tourne pas, et en fait, ça montre que sélectivement, on prend l'un, on prend l'autre, et on arrive à arrêter l'un, arrêter l'autre, de façon très sélective, juste avec un algorithme d'IA de détection. Alors ça, c'est des choses qui ont l'air tout bêtes. Vous allez dire, bon, bah oui, ok, on brouille de drones, très bien. Mais d'un point de vue technologique, en fait, bon, d'une part, c'est le genre de cas d'usage, en tout cas, on peut espérer, normalement, le civil ne s'occupe pas trop de brouiller des trucs, en tout cas, on peut espérer. Donc déjà, c'est quand même un domaine sur lequel, évidemment, on est spécifiquement attendu au ministère. Mais c'est surtout un enjeu parce que ce que vous voulez sur le terrain, en fait, c'est donc un brouilleur, donc un petit appareil, alors qu'on aurait pu montrer d'ailleurs, mais qui est à peu près gros comme ça, qui est piloté par une IA. Et ce que vous voulez, c'est que les forces, en fait, quand elles sont sur le terrain, elles n'aient pas à s'occuper justement de trouver la meilleure stratégie pour faire le brouillage. Au contraire, d'avoir un truc un peu plug and play. Dire voilà, je suis sur théâtre et j'ai besoin de brouiller la menace que j'ai besoin de brouiller et l'IA se charge du reste. Donc en gros, ça c'est une chose qu'on fait. Évidemment, derrière, il y a une partie algorithmique qu'on produit. Il y a une deuxième partie qui est l'intégration parce que tout ça, c'est pas juste l'algo et la démo, c'est l'algo embarqué dans un brouilleur sur une petite machine qui tourne avec le brouilleur, qui est transportable et tout ça emmenable sur le terrain. Alors pour terminer, parce que le but c'était quand même d'avoir des questions. Donc ça c'est un cas concret. Alors on en a, alors je crois qu'on est en train de faire le recensement, c'est-à-dire que sur des projets prioritaires, et on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion de futurs points presse, mais enfin ou intervention, qu'importe. On a au moins une vingtaine de projets sur lesquels on veut délivrer au cours du premier semestre 2025. Et ça fait du coup écho avec le dernier élément que je vais mentionner, qui est ce qui se passe en 2025 pour l'Amian. Donc qu'est-ce que vous êtes en droit d'attendre lors de mes prochaines interventions ou nos prochaines interventions en tant qu'agence? Je l'avais dit, d'abord, c'est accélérer. C'est-à-dire que le problème, encore une fois, c'est pas juste de développer des modèles, c'est de développer des modèles, de les mettre en production et de les mettre auprès des forces. Et donc, encore une fois, sur l'exemple que je viens de prendre, en fait, il y a évidemment l'enjeu algorithmique de concevoir l'IA qui permet de faire ce que je décris, mais c'est vraiment cet enjeu d'intégration, de le rendre disponible. Et d'ailleurs, hier, j'étais dans l'Arzac avec l'armée de terre, et la démonstration de ce que je vous montre là en vidéo, il y a eu une démonstration effective qui a été faite et qui a été couverte par certains de vos confrères, qui montrait justement dans un cadre tactique sur le champ de bataille, concrètement, comment on utilise différentes capacités, dont celle-ci. Et donc, le fait que ça puisse être utilisé, donc déjà dans un exercice, encore une fois, c'est pas qu'une question d'algo, c'est vraiment une question d'aller au bout pour arriver à délivrer cette capacité. Donc, accélérer la mise en production, étendre le champ des produits qu'on va mettre en production pour les forces. Et évidemment, j'insiste dessus, je l'ai dit un tout petit peu il y a quelques minutes, poursuivre le recrutement, c'est-à-dire que là, on a atteint notre objectif pour l'année 2024. L'idée, c'est de continuer cette montée en puissance avec plus 100 en 2025 et plus 100 en 2026. Donc derrière, renforcer notre image, conduire un certain nombre d'actions pour renforcer notre attractivité, notre lisibilité vis-à-vis de l'écosystème IA, ce qui était l'un des enjeux de la création de cette agence, et in fine, pour pouvoir atteindre l'objectif qui est d'avoir 300 experts en la matière à l'horizon 2026.
Je vais m'arrêter là. Donc encore une fois, en synthèse, on avance vite. L'intérêt, c'est que on a à peine 8 mois d'existence selon à partir de quand on compte. Et on commence déjà à délivrer des choses que vous pouvez observer, encore une fois, l'exemple d'hier dans le Larzac était assez représentatif. On délivre des choses et donc pour moi, c'est très positif et évidemment une réussite. Merci et je suis à disposition pour les questions. Oui, bonjour, Pierre Julien, indépendant. Juste une question toute simple. Ce brouilleur transportable dont vous parlez, c'est développé entièrement par l'Amiad ou vous vous appuyez sur un système déjà existant? Non, tout à fait. Enfin, l'algorithme est entièrement développé par l'Amiad. Par contre, en fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire que vous avez l'algorithme, vous avez la radio logicielle et vous avez le brouilleur. Ce que nous, on produit, c'est évidemment la partie modèle qui va avec la radio logicielle. La radio logicielle qui pilote le brouilleur. Mais évidemment, c'est pas nous qui faisons le brouilleur. C'est un équipement sur étagère. Bref, oui, tout à fait. Mais par contre, quand même, même la partie hardware, c'est-à-dire que le calculateur, en fait, pour arriver à faire sortir le brouilleur, ça, effectivement, on le produit. On achète du matériel sur étagère comme tout le monde, mais en fait, c'est nous qui avons fait l'intégration. On a imprimé un petit boîtier, et donc ça, oui, c'est fait par nous pour le coup. Bonjour Nicolas Barros Figaro. J'ai deux petites questions pour poursuivre sur le brouilleur que vous avez montré. Est-ce que ça signifie qu'on n'aura pas besoin sur le terrain de spécialistes de Guerelec pour faire du brouillage? Ce sera accessible à n'importe quel opérateur? Il faudra une formation particulière? Et ma deuxième question, qu'en est-il des données auxquelles vous avez accès? Est-ce que la constitution de data center par les différentes armées progresse? Qui est en avance? Qui est en retard? Est-ce que la notation est conforme à ce que vous pouvez espérer pour travailler au sein de l'Amiad? Merci. Alors, sur le premier point, c'est une très bonne question et c'est pas que à moi d'y répondre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en matière d'IA, je ne sais plus si je l'avais dit, il y a un grand enjeu à développer la techno et à savoir comment les opérationnels s'en saisissent. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on dit certainement pas plus besoin de spécialistes de la guerre électronique, au contraire, mais en fait, c'est pas parce qu'on met à disposition des outils performants qu'on n'a pas besoin de spécialistes sur le terrain. Donc même si on garde encore une fois cet exemple très précis, on peut se dire évidemment c'est une capacité du coup qu'on peut mettre dans les mains de n'importe qui, mais en fait sur le terrain ce qui va se passer c'est que la menace va évoluer, la situation tactique va évoluer et donc c'est là qu'on a besoin de spécialistes parce que si jamais on est sur un drone un peu particulier qu'il faut sélectionner par exemple la nature de ce qu'on cherche à brouiller, en fait à un moment donné on a besoin d'avoir cette expertise en matière de guerre électronique. Donc ça c'est des questions ouvertes et justement c'est tout l'intérêt des exercices et de la collaboration qu'on a, donc là-dessus en l'occurrence c'est avec la STAT, c'est justement de réfléchir ensemble d'une part à la technologie et d'autre part à son usage opérationnel très pratique pour lequel en fait nous on est évidemment, je ne vais pas dire un consultant, mais sur lequel nous on aide à concevoir la façon dont ça peut être saisi, mais c'est quand même un travail qui appartient éminemment aux forces et c'est tout l'intérêt d'avoir cette agence à proximité immédiate des forces, c'est justement pour arriver à faire cette co-construction. Sur la deuxième partie de la question c'était... Ah oui, pardon ? Les données. Oui, alors, je ne vais pas désigner des coupables en plus. Non, on a évidemment un problème général de données dans ce ministère, mais ce n'est pas nouveau. En revanche, ce dont on peut se féliciter, c'est que l'enjeu a quand même été pris à la mesure, à l'échelle de l'ensemble du ministère. Tous les chefs comprennent bien l'enjeu autour de la donnée de l'IA, donc ça, il n'y a pas besoin de faire de la retape sur le sujet. Par contre, ensuite, on a tout un legacy, on a des difficultés parce que les systèmes sont ce qu'ils sont, ils n'ont pas forcément été pensés d'une façon IA native, si je peux le dire comme ça. Mais tout l'intérêt, encore une fois, de faire du cas par cas et de travailler avec les forces, c'est que on pourrait dire, on va traiter, ce qu'on fait par ailleurs, on traite le problème dans son ensemble de façon un peu systémique et holistique, de dire, voilà, on a un sujet donné, étiquetage, etc., que dans une certaine temporalité, on essaie de régler, mais on ne va pas attendre de régler ces chantiers à l'échelle globale du ministère, parce qu'ils sont en cours et on fait beaucoup de progrès. Par contre, sur tous les cas particuliers, en fait, là, pour le coup, on va chercher les données, soit on fait l'étiquetage des données en interne, soit on peut l'outsourcer si besoin en fonction de la nature. Là, souvent, ce dont on parle, en l'occurrence guerre électronique, effectivement, c'est plutôt de l'interne. Mais tout l'intérêt, c'est que c'est bien ancré dans un cas d'usage, dans quelque chose de concret et de pratique, et sur lequel, en fait, on se pose la question de, OK, on a telles données, comment on les récupère, comment on les étiquette, comment on développe le modèle qu'il y a derrière. Et donc ça, en fait, c'est deux démarches complémentaires. Une qui vient du terrain et du cas d'usage qu'on cherche à développer, parce que le but, c'est de poser le produit en production le plus vite possible. Et une démarche plus globale qui est modernisation des data centers, création des chaînes de collecte, d'annotation des données, qui forcément prend un peu plus de temps parce qu'on est sur quelque chose de plus global, mais les deux vont ensemble et les deux fonctionnent à ce stade. En tout cas, on fait des progrès dans les deux domaines.
Bonjour, Michel Cabirol, la Tribune. J'ai deux questions. La première concerne les réactions des politiques par rapport à l'achat par la MIAD du supercalculateur HP, qui se plaignait évidemment des questions de souveraineté. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre, puisque évidemment vous n'avez pas jusqu'ici répondu, mais là vous êtes là. Donc voilà. Et la deuxième question, c'était une curiosité. Je voulais savoir si un drone d'attaque dopé à l'IA pouvait traverser un environnement de guerre et rester efficace. Alors, je vais commencer par la deuxième parce qu'elle est un peu plus courte, mais je réponds à la première. Oui, ce que vous dites, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est jamais, évidemment, que c'est pas le brouillage tout seul qui va faire de la lutte anti-drone. En fait, la lutte anti-drone, c'est un ensemble de moyens. Le brouillage en est un, mais effectivement, en environnement GNSS denied complet, comme on voit en Ukraine notamment, en fait, il y a évidemment beaucoup d'autonomie dans les drones, ça ne suffit pas. Et donc, on a d'autres projets, en l'occurrence, qui vont du canon pour tirer sur le drone à éventuellement du drone anti-drone. Donc, en fait, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre l'exemple que je donne comme l'arme ultime de la lutte anti-drone. Non, c'est un ensemble de trucs qui fait qu'on a les moyens de brouiller de façon électromagnétique, mais évidemment qu'il ne faut pas s'abstenir du reste parce que ce que vous dites est une réalité et ce serait rater la mission de se contenter de faire un brouillage de la télécommande parce que tout le monde va dans la même direction de l'autonomisation, nous compris sur cette partie drone, en tout cas une certaine capacité d'autonomie. Sur le supercalculateur, effectivement, alors j'ai quand même répondu parce que une partie, j'étais à BFM TV il y a quelques semaines. Bon, le ministre en a pas mal parlé, mais dans un premier temps, il faut bien avoir conscience qu'il y a un procès d'intention, je pense, qui nous est fait, qui n'est pas tout à fait valide, qui est sur la nature des machines. Mais là, on rentre dans la technique, truc d'ingénieur, et on n'a pas souvent pas très envie de parler de truc d'ingénieur, mais on a une typologie de machine, en gros, je vais faire très simple, entre ce qui est la simulation physique, ce que fait le CEA, en l'occurrence, en matière de nucléaire, et l'IA, qui est vraiment du calcul massivement parallèle, de l'algèbre linéaire massivement distribuée. Enfin, c'est ça qu'on fait. Ce qui fait que, dans un cas et dans l'autre, l'architecture des machines n'est pas du tout la même et les puces qu'on met dedans ne sont pas du tout les mêmes. Donc, dans un premier temps, si on regarde la nature de la machine, le ministre l'a dit et enfin, on ne peut que y souscrire, Nvidia, c'est le fournisseur ultra majoritaire, monopolistique, mondial en matière de puces d'IA. Est-ce que c'est un problème? Oui, on est bien d'accord. Est-ce que le sujet, c'est le supercalculateur de garde qui va y faire quelque chose? Non. Et il y a une question de temporalité qui nous dépasse un petit peu. Donc, de toute façon, l'enjeu, c'était d'avoir un supercalculateur en 2025, donc il n'y avait pas d'autres schémas qui fonctionnaient, pour être très clair là-dessus. Le deuxième point, c'est que on a aussi une position de marché public, hein, c'est-à-dire qu'ensuite les marchés publics, on part du principe qu'on a des prestataires qui de toute façon vont se fournir chez un Nvidia. On fait un appel d'offres et heureusement, pour à la fois l'argent du contribuable dont je fais partie, que je suis également. Quand on fait un appel d'offres, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une compétition et il y a un gagnant, un perdant. Quand on fait une compétition, c'est quelque chose qu'on fait de façon très rigoureuse, c'est-à-dire que c'est pas comme certains ont pu le faire croire ou l'insinuer, c'est pas un choix discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il y a, d'autant plus vu la nature et l'enjeu qu'on avait, il y a une procédure de marché public qui dit très exactement et qui annonce d'emblée à ceux qui participent à la consultation quelles vont être les règles d'évaluation, et ils pourraient quasiment produire leurs notes tout seuls sans avoir recours au ministère, aux équipes d'acheteurs. Donc, cadre d'évaluation, machine différente, un cadre d'évaluation qui était annoncé d'emblée, et du coup, en sortie, en fait, on a retenu la solution qui avait la meilleure notation et donc qui répondait le mieux à l'enjeu coût, délai, performance qui était exigé par le ministère. Mais c'est aussi simple que ça. Et puis évidemment, oui, point très important, il ne faut pas confondre non plus l'enjeu de souveraineté et de sécurité. Là, je répète encore ce que dit le ministre, mais j'y souscris. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on achète une machine, si vous regardez tous ces machines que vous avez au quotidien, je ne crois pas que vous ayez des machines françaises, ou en tout cas des PC portables français. C'est pas parce que les PC sont pas français qu'on n'a pas une exigence de sécurité et un contrôle dessus. Donc le supercalculateur, il est posé en mauvais aérien, il est posé dans un site qui est apte à recevoir du secret de défense, il est opéré par des personnels internes à la fois de la MIAD et de la DIRISI. Le soutien, il est assuré par le groupement industriel, et donc notamment Orange en l'occurrence, par des personnels qui sont français habilités au secret de défense. Il est connecté à rien du tout, ce système. Donc, d'un point de vue sécurité, évidemment que l'offre qui a été retenue ne met certainement pas en cause, et c'était d'ailleurs dans nos critères d'évaluation, l'enjeu de sécurité qui est derrière. Donc, là-dessus, du point de vue sécurité, il n'y a aucun souci à se faire sur le schéma qui a été retenu.
Juste pour poursuivre la conversation sur ce thème, le ministre a dit aussi qu'il voulait faire monter en puissance Atos. Vous faites partie des discussions que vous avez avec Atos et évidemment d'autres organismes. Comment vous pouvez les faire monter dans les supercalculateurs IA comment vous pouvez faire monter Atos dans ce domaine-là? Alors, je pense qu'il y a deux dimensions. Il y en a une je l'ai dit, qui me dépasse un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu sur les puces, en l'occurrence, sur lequel on est, ni légitime, ni on n'a pas les moyens. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas du tout dans le budget ou la structure du ministère pour s'occuper de ces choses-là. Donc, l'enjeu sur lequel on se place, en fait, c'est aussi un enjeu qui va avec l'acquisition de ce supercalculateur très vite, c'est qu'on a besoin de monter en compétences. Parce qu'en fait, si vous voulez être un bon client et si vous voulez être capable de tirer votre fournisseur vers le haut, en fait, il faut déjà vous-même savoir quel objet vous achetez, savoir ce que vous en faites, comment vous l'utilisez et ce que vous allez en faire dans l'avenir et comment vous voulez le faire évoluer. Donc déjà, c'était très important d'avoir ce supercalculateur très vite pour être capable de monter en compétences. Parce que derrière, justement, pour augmenter notre souveraineté, en fait, ça veut dire qu'on va devoir explorer des schémas qui sont moins classiques. Parce que si on veut sortir du monopole global qu'il y a en matière de puces pour l'IA, ça veut dire qu'on va forcément aller vers du edge au sens de la technologie pas forcément très raffinée. Et donc, on a d'autant plus besoin, nous, d'être robustes en interne du ministère pour expérimenter des technos différentes, pour expérimenter des choses qui marchent probablement un petit peu moins bien. Et justement, tout l'intérêt, c'est que demain, en se pointant avec une architecture de machine un petit peu différente, avec l'expérience qu'on aura acquis à travers les moyens de calcul qu'on a aujourd'hui et qu'on aura dès l'année prochaine, on sera capable de faire des retours très précis sur, OK, en fait, ce truc-là qui est un petit peu plus compliqué à utiliser, voilà comment on le voit, voilà comment on le peut utiliser. Et donc, cette montée en compétence, elle est vraiment clé. Et donc, là où moi, je vois un grand intérêt sur lequel on est en train de travailler avec, effectivement, d'autres partenaires, parce que c'est pas un sujet que Amiad, bien évidemment, c'est comment on fait pour arriver à abstraire en gros la nature des puces qu'on a derrière vis-à-vis des algos d'IA. Je m'explique. In fine, quand vous faites tourner un algo d'IA, ce qui compte, c'est que vous puissiez faire l'entraînement, faire l'inférence. Pour résumer, c'est à peu près ça. Ensuite, la façon dont les algos sont compilés, ensuite exécutés sur les puces, d'une certaine manière, pour l'utilisateur et l'utilisateur que je suis, ça doit être transparent. Et là, en fait, où c'est intéressant, c'est que si on arrive à avoir des couches d'abstraction suffisantes pour faire en sorte qu'on soit capable d'abstraire la nature de la machine, la nature de l'architecture, et du coup se rendre assez robuste en fait à des architectures novatrices qui utiliseraient des puces différentes, peut-être avec des performances différentes, et du coup qui permettraient de faire face à une architecture monolithique qui est proposée par l'acteur majoritaire qu'on a aujourd'hui. Là, du coup, en fait, on est capable d'avoir une offre un peu plus souveraine et du coup d'arriver à pousser en production quelque chose où on arrive toujours en tant qu'utilisateur à utiliser et déployer des modèles sur quelque chose qui est un peu moins robuste ou en tout cas un peu plus innovant et moins habituel d'un point de vue usage de la communauté IA. À quelle échéance vous pourriez avoir ce type de machine à quel horizon? Alors ça, il faut nous laisser 5 minutes. Hein. On a des discussions qui sont en cours. C'est-à-dire que ces discussions qui sont en cours, on sera ravis de communiquer sur la question quand les différents acteurs se seront mis d'accord. Parce que pour l'instant, c'est une direction. Ensuite, il y a plein de questions pratiques qui se posent sur le qui, comment, dans quelle temporalité, avec quels moyens, avec quelle cible, notamment est-ce qu'on fait du logiciel. Enfin bref, il y a énormément de choses qui se posent. Ça, je pense que l'idée, c'est d'avoir une idée assez claire plutôt en début d'année prochaine, donc d'ici quelques semaines. Bonjour, Franck-Alexandre RFI. Hier sur l'ARZEC, justement, on a pu voir des essaims, petits essaims, 3 d'observation, 3 qui étaient possiblement armés. Quelles sont vos ambitions en termes d'essaims de drones? Qu'est-ce qu'on pourra avoir à moyen terme dans les forces? Que sera le volume de ces essaims et leur autonomie? Alors, je vais à moitié botter en touche parce que, en fait, déjà, c'est une question qu'il faut poser. Enfin, j'imagine que vous avez posé à l'armée de terre. Nous, en fait, comme je disais, on se place comme un fournisseur de technologie. Et donc, nous, notre enjeu dans un premier temps, c'est justement d'arriver à produire technologiquement comment on coordonne un essaim de drone. Au-delà de la préprogrammation au sens drone intelligent, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête, reconnaissance automatique, ça avait été mentionné pour un autre cas d'usage, reconnaissance de bâtiment, c'est-à-dire ce que je veux, c'est l'opérateur, il appuie sur un bouton, les drones font de la reconnaissance, ils reviennent, vous avez dû voir hier tout ce qui est modélisation de 3D automatique, en fait vous voulez qu'in fine vous envoyez votre essaim, ça revient, là il n'y a pas encore d'attaque, et il vous fournit la cartographie du bâtiment, les images, etc. Et donc en fait,
dans un premier temps, être capable de produire, avoir la technologie de coordination, de pilotage, entre guillemets, pour ce que ça signifie d'un essaim de drone. Aujourd'hui, c'est sur ça qu'on travaille, en fait, dans un premier temps. Je l'avais dit la dernière fois, hein, moi, j'ai un horizon de temps qui n'est pas dans 10 ans. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous parler de choses que je regarde pour 2025, mi-2025, fin 2025, peut-être 2026. Et donc, dans cette roadmap d'itération, notre premier sujet, c'est vraiment, OK, un essaim de drone, concrètement, comment ça se construit, comment ça se coordonne, comment ça s'utilise. Et là, je renvoie à ma réponse de tout à l'heure, sur laquelle on travaillera évidemment avec la STAT, l'armée de terre et d'autres, sur ensuite le concept opérationnel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait faire des choses avec la technologie, réfléchir ensemble à comment ça s'utilise, est-ce que c'est drone attaque, drone de reconnaissance, les deux, quel volume, enfin les questions que vous posez, elles sont excellentes. Mais justement, c'est exactement ça qu'on a besoin de co-construire en fonction aussi de ce que la technologie nous permet. Et encore une fois, de ce que je suis capable de mettre à disposition dès 2025. La réponse changera pour, si vous me demandez ce qu'on fait en 2026, 27, 28, alors j'ai envie de dire, je sais pas, mais en tout cas, on verra. Mais déjà, mon premier enjeu là tout de suite, c'est celui que j'indique. Hassan Medad, l'usine nouvelle, vous m'entendez? Oui. Oui, vous avez évoqué une application de brouillage sélectif de drones, mais également une vingtaine d'applications pour 2025. Est-ce que vous pourriez en citer 2 ou 3 et dire dans quelle mesure l'IA apporte une valeur ajoutée? Alors, je vous rassure, hein, sur les 20, l'IA apporte une valeur ajoutée, sinon je me suis trompé de job. Mais je préfère qu'on recommunique l'année prochaine. Ce que je dirais, c'est qu'on a un enjeu général qui est l'autonomie. C'est-à-dire que là, ce qu'on disait en matière d'essaim de drone, je dirais évidemment qu'avoir des vecteurs capables, de plus en plus autonomes, capables de survivre en environnement GNSS denied global, évidemment que c'est une priorité globale. Et ça s'applique pas que à l'armée de terre, ça s'applique à l'armée de l'air, ça s'applique à la marine. Donc ça, c'est une thématique assez générale. Ensuite, je l'avais dit aussi, on a un ensemble de cas d'usage entre l'organique, l'opérationnel et l'embarqué. Donc là, en l'occurrence, on est plutôt sur l'embarqué en matière de drone. En matière d'organique, on a évidemment, je le disais, on est une entreprise comme les autres, donc tout ce qui va être fouille de données, interrogation de données, c'est-à-dire permettre à des opérateurs et à des agents d'interroger en langage naturel des ensembles de données, alors ce qui s'applique aussi bien pour le quotidien, production de fiches, fouille de bases de connaissances, et aussi bien pour le renseignement. J'ai eu l'occasion de m'exprimer dans la presse à ce sujet-là aussi. C'est quand même la nature même du job. Ça, évidemment que c'est aussi des thématiques sur lesquelles on va produire des choses. Et le dernier qui est au milieu, c'est sur les opérations. C'est qu'à un moment donné, tout ça se rencontre au niveau du commandement. Et donc là, je renvoie aussi à la question de la co-construction. C'est-à-dire que c'est pas l'amiade qui va dire à quoi ressemble le commandement de demain. En revanche, dire que demain, le commandement doit être plus ou moins data-centré, IA natif, arriver à l'outiller, à lui permettre d'avoir accès aux données qu'il faut et à permettre aux décideurs de prendre des décisions sur la base de remontées de flux de données, que ce soit des capteurs, que ce soit des traitants du renseignement, etc. Ça, évidemment aussi que c'est un sujet sur lequel on va produire des choses. Mais je renvoie du coup à un futur point presse, sinon, si on dit tout dès maintenant, c'est pas drôle. Justement, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la volonté d'améliorer des systèmes d'artillerie ou des systèmes de missiles grâce à l'IA? Est-ce que vous travaillez déjà dessus? Oui, tout à fait. On suit un certain nombre de projets, notamment le ministre en avait parlé à l'époque, justement sur le canon César, par exemple. Enfin, effectivement, encore une fois, dans le contexte éminemment brouillé, on a besoin de plus en plus de précision et d'autonomie. Donc, arriver à piloter du tir d'artillerie par du drone, oui, c'est des choses qu'on suit. Alors, je le mentionne aussi parce que l'amiade, c'est pas que faire nous. C'est-à-dire que c'est pas parce que, quand on parle de l'amiade, c'est pas forcément nous fait en interne, c'est aussi fait en partenariat avec des industriels. Et donc là, en l'occurrence, c'est un cas concret sur lequel il y a une expérimentation réactive qui est faite avec Helsing en l'occurrence. Donc pour le coup, c'est quelque chose avec lequel on est associé, mais pas que l'amiade, hein, évidemment, l'armée de terre aussi. Donc oui, tout à fait. Justement, cette expérimentation avec Helsing, ça a marché ou pas? Alors c'est en cours. Je préfère envoyer justement aux conclusions. Elles sont en train d'être. Enfin, on a assisté à des démonstrations et on est en train de produire des conclusions. Donc là, je réserve parce que j'ai pas en plus la primeur de ce qui s'est passé. Donc pour une prochaine fois. Mais en tout cas, je dirais juste que d'un point de vue technologique, c'est que les briques sont là. C'est qu'en fait, la question c'est le bout en bout, le concept d'emploi, l'usage opérationnel. Enfin, je pense que c'est plus ça qui est une vraie problématique, comme dans l'IA de façon générale. C'est-à-dire que technologiquement, j'ai la réponse à tout. En pratique, sur le terrain, c'est un poil plus compliqué que ça. C'est pas qu'une question de techno. Et donc, c'est souvent dans ces usages opérationnels qu'on va chercher les limites du système et justement ce qui nous renseigne sur, OK, concrètement, une fois qu'on le fait atterrir en opération, à quoi ça doit ressembler. Là aussi, question un peu naïve, vous vous appuyez donc sur le rétex Ukraine?
Alors oui, bien sûr. On s'appuie sur les rétextes Ukraine, mais pas que. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a le rétexte Ukraine, mais il y a aussi quand même... on n'a pas attendu l'Ukraine non plus pour réfléchir à un certain nombre de problématiques. Donc, c'est un peu les deux. Mais évidemment que la roadmap qu'on produit, c'est la combinaison d'une part du rétexte Ukraine, mais aussi d'un travail, alors je ne vais pas dire d'imagination, mais en fait on a quand même un besoin, alors là pour le coup je vais au-delà de 2026, contrairement à ce que je disais il y a 5 minutes, mais on a quand même besoin de réfléchir à plus long terme, parce que le sujet c'est pas juste de prendre des briques individuellement et de dire bah là je fais un petit peu mieux, et puis là je fais un petit peu mieux. En fait, l'exercice qu'on essaye de faire et qui est un petit peu compliqué, c'est de dire ok, si on réfléchit à l'ensemble des usages opérationnels, en se disant qu'on a une technologie d'IA qui permet de faire des choses, le but, c'est de dire, OK, est-ce qu'on ne repense pas l'intégralité de la chaîne ? Je vais vous donner un exemple un peu concret. C'est-à-dire que, par exemple, sur de la MTO, effectivement, qui est ce qu'on voit en Ukraine, vous pouvez dire, je fais de l'envoi, je fais de la frappe MTO en prédésignant ma cible. On peut très bien se dire, peut-être qu'en fait, c'est des vecteurs qui se parlent entre eux et qui font la désignation de la cible sans le lien avec le pilote, par exemple. Il y a plein de choses qui sont imaginables, mais ce qu'on a besoin de faire, c'est justement cet exercice de la technologie nous permet des choses. Maintenant, la question, c'est opérationnellement qu'on repense l'ensemble de notre chaîne et justement de l'organique, du travail du quotidien au commandement jusque ce qui se trouve ensuite dans le drone, dans le missile. Et c'est l'ensemble de cette chaîne à laquelle on s'intéresse et pas seulement la petite brique qui est pas négligeable, mais qui est l'algo de reconnaissance d'image, je sais pas quoi, qui est en fait une composante d'une chaîne complète. Et nous, le job premier de la MIAD, c'est de produire en fait ces objets-là, mais c'est aussi de réfléchir ça, parce que là, pour le coup, c'est 100% le job du ministère d'avoir cette réflexion capacitaire pour le coup, et à MIAD aussi d'appuyer en fait la chaîne capacitaire et les armées sur cette réflexion, sur qu'est-ce que l'IA change en pratique dans mes opérations. Merci beaucoup, Bertrand. S'il n'y a plus de questions, merci à tous. On va passer au point suivant, en espérant néanmoins de revenir sur la MIAD et peut-être même d'organiser un point presse délocalisé à la MIAD. Donc passons maintenant au point du colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major, sur les opérations militaires françaises, avant de revenir sur la présentation de l'armée de l'air et de l'espace. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. On débute ce point sur les opérations avec l'activité concernant notre posture de défense du flanc Est. Donc vous avez parlé jusqu'à maintenant des 2 exercices Dynamic Front et Freezing Winds, et la France participe maintenant à l'exercice OTAN PICNE en Estonie. Donc PICNE en estonien, ça signifie éclair ou foudre. C'est un exercice sous commandement estonien. Les troupes de l'OTAN sont composées ici des forces armées estoniennes, britanniques, françaises, et elles agissent ensemble dans les 3 milieux, donc terre, air, mer. Et pour la France, les moyens qui sont engagés, c'est un sous-groupement tactique aéroporté, 2 A400M, 1 C-130J, 2 bâtiments de la marine, le Croix du Sud et le commandant Blaison, et les Rafales de la mission EAP en Lituanie. Cet exercice interarmé PICNE, lui, il démontre la cohésion des forces estoniennes et françaises dans tous les milieux, et il illustre la capacité des forces de l'Alliance à se projeter rapidement en s'adaptant à tout type de menaces. On passe au flanc oriental de l'Alliance, où les armées françaises poursuivent leur engagement sur la sécurité régionale. En Estonie, au sein du bataillon multinational de l'OTAN, sous commandement britannique, la mission Lynx s'est entraînée au franchissement de rivières ainsi qu'au combat en zone urbaine. D'autre part, au-dessus de la Roumanie, les Mirage 2000D qui sont déployés dans le cadre des missions Air Shielding de l'OTAN en République tchèque, sous la forme d'un module ACE, Agile Combat Employment. Ils ont réalisé un exercice simulant une action offensive aérienne sur le territoire de l'Alliance. Donc cet exercice, il a vu l'engagement des Mirage 2000D aux côtés de F-16 turcs face à des F-16 grecs qui sont appuyés par le système de défense antiaérienne Mamba en Roumanie. Les avions français et turcs ont été ravitaillés à cette occasion par des A330 MRTT qui sont déployés, eux, en Pologne. On passe au soutien militaire à l'Ukraine, puisqu'avec la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMAM, en France et en Pologne, le soutien militaire aux forces armées ukrainiennes se poursuit dans tous les milieux, et les formations sont toujours adaptées aux besoins du partenaire. On passe à l'opération Altea, puisque le 2 décembre, la force de l'Union européenne, EUFOR Altea, a célébré ses 20 ans de présence en Bosnie-Herzégovine. Je rappelle, cette opération a été mise en place par l'Union européenne. Elle avait pris le relais de la force de stabilisation de l'OTAN, la SFOR, depuis le 2 décembre 2004. Elle est composée
de contingents qui viennent de 23 pays, dont la France. Et EUFOR Althea s'engage depuis 2 décennies aux côtés des forces armées bosniennes. Par son action, EUFOR Althea, elle joue un rôle clé dans le maintien de la stabilité et de la sécurité dans la région. Depuis 2020, la France a renforcé sa contribution permanente à cette mission et a pris la responsabilité d'une force qu'on appelle la Strategic Response Force, la force de réaction rapide, depuis le premier semestre 2024. Et elle démontre ainsi son soutien à l'engagement continu de l'Union européenne dans cette région. On passe à la mission du groupe aéronaval qui est articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle, qui a appareillé la semaine dernière et qui se déploie actuellement au large des côtes françaises. Donc, face aux démonstrations de puissance des principaux compétiteurs de la France et de l'Europe, le GAN signale les capacités de la France à intervenir avec ses alliés et ses partenaires en maîtrisant tout type d'escalade. On va maintenant dans le golfe arabo-persique, puisque du 17 au 28 novembre, la France et le Qatar ont mené ensemble l'exercice majeur interarmé bilatéral Al-Quds. Donc, tous les 4 ans, c'est une activité de grande ampleur qui permet de renforcer les liens unissant les armées qatariennes et françaises. Et cette année, les 3 composantes terre, air, mer ont été intégrées au dispositif. Donc, dans le cadre d'Al-Quds, les forces françaises aux Émirats arabes unis ont déployé de nombreux moyens interarmés qui ont été intégrés aux forces qatariennes. Donc, c'est un détachement de l'état-major des FFEAU, des chars Leclerc, des BCI, des César, 3 Rafales renforcés par un A400M et la frégate de surveillance Floréal. L'exercice Al-Quds a été l'occasion importante pour la France et le Qatar de coordonner leurs capacités à conduire ensemble des opérations militaires majeures et de mettre en œuvre un partenariat militaire de haute valeur. On passe à la Méditerranée orientale où une frégate est toujours déployée au plus proche de la côte libanaise pour contribuer toujours à l'appréciation autonome de situation de la France dans la région. Plus particulièrement, cette frégate a mené des exercices aéromaritimes avec l'armée de l'air chypriote. Au Liban, maintenant, la préservation de la liberté de manœuvre dans la zone d'opération demeure la priorité de la Force Commander Reserve, la FCR, en coordination avec les autres contingents. Si le harcèlement de la part des combattants isolés se poursuit, la force réagit avec professionnalisme dans le cadre de la légitime défense, affirmant toujours la volonté de la force intermédiaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, à faire respecter la résolution 1701. D'autre part, le mécanisme de supervision du cessez-le-feu, établi, je vous rappelle, depuis l'accord du 26 novembre, s'appuie sur une dynamique qui est conjointe où la France est impliquée. Le général de brigade Ponchin est aujourd'hui le représentant de la France depuis Beyrouth, aux côtés du général américain Jeffers. Les travaux s'articulent autour des dispositifs existants qu'il vise à appuyer afin de contribuer à la remontée en puissance des forces armées libanaises, au retour des populations et toujours dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1701, c'est-à-dire via la FINUL. Plus au sud, maintenant, en mer Rouge, une frégate française est déployée au sein de l'opération européenne Aspides et donc, je vous rappelle, assure la protection des navires de commerce pour garantir la sécurité et la liberté de circulation de Suez à Ormuz. Un avion de patrouille maritime Atlantique 2 a aussi été déployé dans la zone, permettant d'amplifier la capacité de renseignement et de renforcer le dispositif de protection des navires. On passe à Djibouti, où les forces françaises stationnées dans le pays poursuivent les formations et les entraînements dans le cadre du traité de coopération et de défense. Ils ont mené une séquence d'entraînement au profit de la police nationale djiboutienne, centrée sur 2 missions, la protection de sites et l'escorte de convois. En Afrique de l'Ouest, maintenant, les armées françaises s'engagent toujours à la demande des partenaires dans des actions de coopération adaptées. En République de Côte d'Ivoire, la RCI a entrepris l'organisation de la 4e édition d'un exercice qui s'appelle Tourako, un exercice aéroporté depuis novembre 2024. Cet exercice consiste à la fois en un déploiement temporaire d'avions de chasse français sur la base aérienne de Bouaké, mais aussi à la conduite d'opérations aéroportées sous le contrôle opérationnel des forces armées de Côte d'Ivoire. La participation française à cet exercice, c'était des Mirage 2000D, des troupes aéroportées et un A400M. On passe à la zone Indo-Pacifique, puisque dans l'océan Pacifique, la frégate de surveillance prairiale a quitté l'île de Guam après une escale, et elle patrouille désormais en direction de la Polynésie française dans le cadre de la mission Asie 24.2. Pour mémoire, ces déploiements de longue durée visent à promouvoir avec les partenaires de la zone un espace Indo-Pacifique libre
ouvert et stable. En haute mer, dans la zone économique exclusive des îles Fidji, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, le BSAOM d'Entrecasteaux, a conduit cette semaine une patrouille de police des pêches. Et le d'Entrecasteaux en a aussi profité pour mener diverses actions de coopération avec les forces militaires de la République des Fidji. Les FANC, Forces armées de Nouvelle-Calédonie, s'engagent en permanence contre les trafics illicites pour la protection des populations et de l'environnement dans la région. Cette semaine, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien ont poursuivi leur mission à travers l'ensemble de la région. Donc en mer, tout d'abord, au cours d'une mission de ravitaillement des îles Éparses, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Champlain a mené des exercices visant à faire face à des scénarios de crise. En parallèle, dans le canal du Mozambique, le patrouilleur Le Malin poursuit sa mission de surveillance en contribuant à la sécurisation des voies maritimes. On passe à la Guyane maintenant, où les forces armées poursuivent leur engagement au profit des populations touchées par la sécheresse ayant entraîné une baisse du niveau des cours d'eau, rendant la navigation toujours impossible. Cette semaine, ce sont 13 rotations par CASA qui sont prévues afin d'acheminer les biens de première nécessité dans les territoires les plus isolés. Et le déploiement d'un A400M cette semaine doit permettre une distribution d'aide à plus grande échelle. En parallèle, depuis le 25 novembre, les forces armées en Guyane contribuent à la protection du centre spatial guyanais, le CSG, dans le cadre de l'opération Titan. Le lancement prévu au centre spatial guyanais est celui du lanceur européen Vega C. Enfin, dans la zone Caraïbes, la frégate de surveillance Ventose a poursuivi cette semaine sa mission Caraïbes Royale, qui est une mission de lutte contre le narcotrafic. Voilà, ceci conclut mon intervention et je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, merci Nicolas Barotte, Figaro. J'ai deux questions. Une sur le Liban. Est-ce que vous pouvez nous dire de quels moyens disposent les deux généraux pour effectuer leur travail de supervision du cessez-le-feu? Est-ce qu'ils ont des moyens dédiés? Comment ça fonctionne pour voir ce qui passe sur le terrain? Et deuxième question sur le Tchad. Depuis que le Tchad a annoncé sa décision d'abandonner les accords de défense avec la France, il y a une commission qui est mise en place. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les moyens qui sont actuellement à N'Djamena, précisément, et comment va se passer le désengagement français? Est-ce que déjà aujourd'hui vous avez une idée de la façon dont ça pourra se mettre en œuvre? Merci. Merci, Monsieur Barotte. Alors, pour ce qui est du Liban, on est actuellement dans une phase de construction d'un mécanisme de surveillance. L'objectif étant de ne pas dupliquer ce qui existe déjà. En fait, c'est de consolider l'existant. Donc le travail de ce groupe, c'est bien d'organiser et d'appuyer les mécanismes de déconfliction, des mécanismes de désescalade, en s'appuyant sur ce qui existe déjà. Donc le système qui est déjà sur place, c'est la FINUD, mais ça vise aussi à renforcer les forces armées libanaises. Donc on est dans une phase pour le moment de monter en puissance avec une feuille de route qui a été donnée par à la fois l'équipe de diplomates français et américains. Donc on est en pleine phase de construction. Il n'y a pas de moyens spécifiques dédiés qui soient aujourd'hui à l'œuvre. Ce sera l'objet de leurs travaux actuels dans une phase de maintien d'un cessez-le-feu qui est, je vous rappelle, très fragile. La deuxième question concernait le Tchad. Donc, vous le savez, il y a eu, dans le cadre de la rénovation de notre stratégie partenariale, il y a eu plusieurs phases. La première phase, c'était une phase de consultation qui a donné lieu à la mission Bockel avec la remise du rapport. Et la phase suivante, c'est une phase de dialogue. Une phase de dialogue qui se passe dans la plus grande transparence, puisque vous savez qu'il y a une période électorale. Et donc, ce phase de dialogue se passe par, vous l'avez tous constaté, des communiqués de presse qui sont officiels et qui sortent dans la presse. Tout ça correspond à la suite logique de ce que nous souhaitions de notre côté. Cette phase de dialogue vise à recueillir la volonté des Tchadiens et de comprendre leurs attendus. Donc aujourd'hui, les moyens qui sont à N'Djamena, j'en ferai pas l'exégèse, il y a des moyens aériens pour l'essentiel, mais également des moyens de l'armée de terre. Comment va se passer le désengagement? Il va se passer selon la volonté du partenaire, puisque c'est bien l'objectif de ce dialogue, c'est de co-construire notre relation à l'avenir et de voir
en quoi les armées peuvent continuer à appuyer, à leur demande, le partenaire sur place. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase de dialogue, et le désengagement se passera à leur rythme et selon leur volonté. Vous avez évoqué la montée en puissance des forces armées libanaises. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la France peut céder des matériels, ou qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette montée en puissance? Alors le sujet de la cession aux forces armées libanaises est effectivement un sujet en question, puisque aujourd'hui les forces armées libanaises sont l'objet principal sur lequel peut s'appuyer ce pays pour se reconstruire, et aujourd'hui il est dans un certain dénuement. Donc il y a eu un certain nombre de rencontres, notamment une conférence des donateurs qui visait à recueillir des moyens. Maintenant, ce dont ils ont terriblement besoin, et nous ce qu'on essaie de préparer avec eux, c'est le jour d'après. Si la préparation du jour d'après doit passer par des cessions de matériel, bien évidemment c'est une hypothèse qui va être étudiée. Ceci dit, ça n'est pas aux armées d'en décider. Les armées peuvent proposer des solutions, mais c'est bien une décision de niveau politique. Ils ont besoin de quoi exactement? Alors, ils ont besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin de véhicules, ils ont besoin de capacités de mobilité, ils ont besoin de moyens dans de nombreux domaines. Je ne pourrais pas aujourd'hui vous donner un descriptif complet de ce dont ils ont besoin, et c'est bien l'objet de la présence française sur place, c'est de comprendre les besoins qu'ils pourraient exprimer. Vous connaissez la situation de ce pays, une situation de dénuement qui est quand même considérable, et donc la construction va nécessiter beaucoup de matériel, mais je ne peux pas vous en faire l'exégèse ici en conférence. Oui, bonjour mon colonel. Au Tchad, pour revenir au Tchad, quels sont les moyens aériens qui sont présents aujourd'hui? C'est quoi? C'est une paire de Mirage? Qu'est-ce qu'il y a? Et est-ce que la force de réaction rapide qui était prépositionnée à N'Djamena est toujours sur place? Donc c'était de mémoire 80 ou une centaine de véhicules pour l'armée de terre. Alors aujourd'hui, les moyens qui sont au Tchad, c'est à peu près de l'ordre de 1000 personnes. Nous avons effectivement des avions de combat, les Mirage 2000D que j'ai évoqués. Le chiffre, je ne reviendrai pas dessus, c'est dans le cadre de cet accord. Ponctuellement, ce qui est plutôt important pour nous, c'est d'avoir une capacité de bascule d'effort. En fait, le stationnement permanent de matériel sur un site n'a pas une grande plus-value tactique. Nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est une capacité de projection rapide, de transfert de moyens, et c'est bien aujourd'hui l'objet principal de ces discussions. Donc, en fait, ce qui est sur place a finalement peu d'importance. On est dans une phase de décrue qui est en train de se construire avec le partenaire, et toujours dans leur intérêt, puisque nous sommes là à leur demande, et cette décrue se fait également à leur demande. Passons maintenant à l'armée de l'air et de l'espace, avec le général de brigade aérienne Olivier Poncet, qui va nous présenter le dispositif particulier de sûreté aérienne qui sera mis en place dans le cadre de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Merci Madame la déléguée. Donc c'est l'heure du bonus, si j'ai bien compris. Bonjour à tous. Donc j'appartiens au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, au sein duquel je suis chargé de la mise en œuvre de la posture permanente de sûreté aérienne. Cette posture permanente de sûreté aérienne, qu'est-ce que c'est? C'est ce dispositif qui nous permet à tout moment de détecter, de caractériser, et puis si nécessaire d'intervenir sur tout aéronef qui nous serait dans notre espace aérien et qui le nécessiterait. Alors il nous arrive de renforcer cette posture permanente par des dispositifs spécifiques à l'occasion des grands événements. Et bien évidemment, la réouverture de Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame, c'est un de ces grands événements pour lequel le cabinet du Premier ministre nous a mandatés.
Alors comment on fait ça? On met en place ce qu'on appelle un DPSA, un dispositif particulier de sûreté aérienne, qui vise essentiellement à 3 objectifs. Le premier, il est très tactique. Il est de nous placer au plus près de l'événement qu'on va protéger, au plus près de Notre-Dame, concrètement, au plus près de la zone parisienne, pour pouvoir réagir très très rapidement, pour pouvoir, s'il le faut, je dirais, un peu bondir sur la menace ou sur toute intrusion dans la 3e dimension. Ça, c'est le premier point, il est très tactique. Le deuxième, eh bien, pour ce faire, ça nous conduit à mettre en place des systèmes spécifiques dédiés à cette protection. J'y reviendrai un petit peu très rapidement tout à l'heure. Et puis, le dernier point, et ça c'est très important, il vise aussi à avoir une coordination, au même titre que l'intervention, avoir une coordination au plus proche de l'événement. Coordination avec tout ce qui gère, toutes les entités qui gèrent la protection au sol de cet événement. Et bien évidemment, ça, ce sont les troupes du ministère de l'Intérieur, ce sont les forces de sécurité de l'Intérieur, c'est aussi la force Sentinelle, le cas échéant. Donc le but, c'est de pouvoir coordonner toute cette manœuvre très rapidement avec les autres décideurs dans le reste du segment de la protection de l'événement. Donc concrètement, ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place samedi et dimanche? Samedi et dimanche, nous serons en place avec un dispositif donc, orienté sur cette réouverture de la cathédrale, que ce soit samedi pour les cérémonies d'inauguration, que ce soit dimanche pour la première messe. Et on va, je le disais, tout d'abord s'appuyer sur ce fameux socle qu'on arme en permanence. Donc, vous savez, ce socle, je le décris un tout petit peu, mais c'est un réseau de radars, c'est des centres de détection et de contrôle. C'est un centre de commandement qui se situe à Lyon sous une autorité lyonnaise, la Haute Autorité de Défense Aérienne, qui, lui, ce dispositif et qui, in fine, met en œuvre des avions en alerte en permanence sur nos territoires. Vous savez qu'en quelques minutes, on peut agir et intervenir sur n'importe quel mobile au-dessus de l'Hexagone. Eh bien, ce dispositif, on va l'orienter, il va tourner ses yeux un peu plus particulièrement vers la région parisienne pour surveiller de manière très active ce qui s'y passe. Et donc, le renforcement auquel on va procéder, lui, eh bien, il va consister spécifiquement à mettre en vol des moyens dédiés, des aéronefs dédiés. Donc, concrètement, vous aurez en vol, hélicoptères, avions, pendant certains créneaux, voire la totalité de l'événement, en fonction de ce qui se passe. Vous aurez en permanence des aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace prêts à intervenir en cas de situation qu'il nécessite. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le volet en vol. Et puis au sol, eh bien, on va parler bien évidemment de la lutte anti-drone. On fait du multicouche, si vous voulez. Donc, ce que je vous ai cité précédemment, conduit par Lyon, ça c'est plutôt pour les couches hautes et basse altitude. Pour la très très basse altitude et la menace drone, là on se rapproche, comme je vous le disais, et on va mettre en place un dispositif de lutte anti-drone, plusieurs dispositifs de lutte anti-drone. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dispositif ? On a toute une panoplie de systèmes dit du système lourd jusqu'au système le plus léger, les systèmes mobiles. Système lourd, typiquement, c'est un système qui est plutôt fixe, qu'on met sur un point élevé, qui a une bonne visibilité, qui a une grande portée, qui fait de la détection radar, de la détection gonio, et puis qui, in fine, si nécessaire, fait du brouillage à très grande distance. Premier point, donc ça c'est des systèmes de l'armée de l'air et de l'espace. La préfecture de police de Paris en mettra aussi en œuvre. Et puis on mettra des systèmes, comme je vous disais, beaucoup plus légers, beaucoup plus mobiles. Ça, ce sont des binômes avec des fusils brouilleurs, des guets à vue, que ce soit de l'armée de l'air de l'espace, que ce soit de la police, que ce soit de la gendarmerie, parfois dans des véhicules qui, eux, sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus à même de se déplacer je dirais un peu dans les recoins parisiens. Ça, c'est le dispositif. Ce qui est très important, c'est de connecter tout le monde. Et tout le monde, ça c'est la coordination que je vous évoquais. La coordination, elle a été confiée aussi pour tous ces grands événements par le Premier ministre à l'armée de l'air et de l'espace. Eh bien, on coordonnera tout ça depuis la préfecture de police de Paris, un peu de la même manière qu'on l'avait fait en partie pour les Jeux Olympiques, typiquement. Au sein de la préfecture de police de Paris, on sera en place pour voir la remontée d'informations de tous les systèmes que je vous ai cités et piloter tous les effecteurs, toutes les détections
et décider toutes les mesures en lien avec le préfet de police de Paris. Et c'est quelque chose de très interministériel puisqu'on va jusqu'aux mesures sol. C'est-à-dire qu'on, si nécessaire, on fait intervenir les forces de sécurité de l'intérieur, on fait intervenir la police pour aller détecter, pour aller interpeller typiquement un télépilote qu'on aurait repéré. Donc c'est ce qu'on va mettre en place sur ce DPSA et sur ces cérémonies. C'est quelque chose finalement qu'on connaît assez bien, qu'on pratique depuis une dizaine d'années. Elle était embryonnaire initialement, on a beaucoup progressé, bien sûr. Le paroxysme, c'était pendant les Jeux Olympiques, où on a fait ça avec un certain succès pendant plus de 50 jours. Donc on a un certain héritage. On a un héritage des JO, typiquement, aussi à tous les niveaux. Hein. Niveau tactique, je vous parlais de points Cléo pour implanter nos systèmes. On va reprendre certains de ceux qu'on avait utilisés pour les Jeux Olympiques. Et puis, ces mesures de coordination, eh ben, on va encore les améliorer et on va les poursuivre au sein... On a créé un réseau maintenant hein, avec la préfecture de police de Paris, où je pense qu'on se connaît assez bien. On est assez efficace pour mettre en œuvre toute cette protection et surtout faire ce continuum du sol de l'air au sol pour toutes nos interventions. Moi, je dirais qu'au bilan, en fait, on est assez confiant pour cet événement, bien évidemment, on est même très confiant, mais on reste néanmoins vigilant. La menace, elle est inchangée, elle n'a pas diminué, elle n'a pas augmenté, on reste très, très, très vigilant là-dessus. Et bien sûr, on s'appuie sur ce qu'on sait faire, en fait, hein, sur ce qu'on fait au quotidien dans la troisième dimension, gestion de l'espace aérien, intervention et permanence. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Merci beaucoup, Général. Je crois que nous avons une question au fond de la salle. Oui, bon, Général. Rebonjour, Pierre-Julien. Bonjour. Il n'y aura pas de no-fly zone, un peu comme pour les JO, il n'y aura pas des horaires qui interdiront aux appareils de circuler ou il y en aura. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, il y en aura. Je ne l'ai pas détaillé parce que c'était un peu complexe, mais bien évidemment, oui. On procède par des publications aéronautiques qu'on a émises et qui interdisent le survol, qui le réglementent, voire qui l'interdisent pour certains espaces dans toute la région parisienne. Oui. Simplement, ce n'est pas comme pour les JO, Roissy, Le Bourget et Orly, qui seront... Non, tous ces aéroports sont sous la même surveillance, seront sous une surveillance particulière, mais il y a une liberté de manœuvre bien plus importante que pendant les Jeux Olympiques. Néanmoins, effectivement, nous avons publié ce qu'on appelle un NOTAM, Notice to Airmen, qui définit les contours d'une zone réglementée, les procédures et les accréditations pour pouvoir y circuler, et puis même une zone complètement interdite de survol. C'est-à-dire, par exemple, le NOTAM sur Paris, c'est 2000, on va parler en mètres, hein, c'est au-dessus de 2000 mètres. Là, il n'y aura pas d'impossibilité de passer au-dessus de Paris, même à cette altitude. Si. Alors, au-dessus de Paris, alors on rentre vraiment dans les détails aéronautiques et techniques, hein, mais on a repris des contours connus pour tous ceux qui volent dans la zone de ce qu'on appelle la PAPA 23, c'est une zone permanente d'interdiction. Et puis on a créé une zone réglementée temporaire qui reprend les contours de la zone CTR de Paris. Là, c'est très technique, mais en gros, la logique, c'est on surprend personne. Ce sont déjà des zones où tous les jours, les évolutions ne sont pas libres. On a des organismes à contacter. Donc, on a repris simplement les contours de ces zones-là pour les réglementer spécifiquement et les soumettre à des accords. Et puis, une autre petite question, enfin une double, recours à un Reaper, un drone et recours à la WACS. Je ne veux pas vous décrire, mais ce sont des moyens auxquels on a souvent recours pour nos DPSA, effectivement. On prend en compte là des facteurs météo aussi, pour parler du Reaper, typiquement, d'expérience. On ne sait pas toujours très gagné. Et je crois d'ailleurs que la météo pourrait être une de nos alliés pour ces célébrations, puisque alors elle ne sera pas notre allié pour le Reaper, mais elle pourrait l'être pour la lutte anti-drone ou autre. Très schématiquement, s'il fait mauvais, il y a quand même beaucoup moins de monde en vol. Merci beaucoup, Général. Avons-nous d'autres questions ? Non, parfait. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir apporté cet éclairage complémentaire, ce beau bonus. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine
jeudi 12 décembre pour le point presse qui aura lieu ici en salle Koenig à 11 h. Très bonne journée et fin de semaine à tous.